Bismillah. Je vous ai prié de venir, déclara Alfred Hitchcock, pour satisfaire mon insatiable curiosité. Le fameux metteur en scène frappa du plat de la main un tas de journaux sur son bureau. Son regard ne quittait pas les trois jeunes détectives. J'ai lu dans la presse cette histoire d'une boutique soufflée par une bombe, à Los Angeles. Ce fait divers a eu pour témoin 3 garçons de Rocky et une fille de votre âge, mais aucun nom n'a été divulgué. Bob sourit et tendit un dossier à M. Hitchcock. Les témoins, c'était nous, déclara-t-il. Une nouvelle affaire, hein? J'en avais comme une vague idée. M. Hitchcock ouvrit le dossier et se mit à lire les notes de Bob sur le mystère du serpent qui fredonnait. Le silence du bureau n'était rompu que par le froissement des feuillets que l'on tournait. Finalement, Alfred Hitchcock leva le nez. « Ce rapport est incomplet, fit-il remarquer. Je ne l'ai pas encore tout à fait terminé, dit Bob. Le cinéaste fit claquer sa langue. Stupéfiant, comme les gens peuvent être crédules de nos jours, s'exclama-t-il. Dites-moi, ce cobra que vous avez vu lors de la séance à la villa de Torrent Canyon, ce n'était qu'un effet spécial, comme nous disons dans le monde du cinéma. Exactement, acquiesça Peter. Des projecteurs étaient dissimulés au plafond pour faire apparaître l'image du serpent sur l'écran constitué par la fumée. On pourrait croire que le procédé était hasardeux et qu'il eût mieux valu faire surgir le cobra grâce à des jeux de glace. Mais ce n'était pas nécessaire. La fumée aidait le serpent à voir l'air très vivant. Elle lui donnait du relief, vous comprenez? Nous-mêmes, nous avons été victimes de l'illusion, déclara Hannibal. Et les gens qui assistaient à la séance, eux, croyaient d'avance fermement à l'existence du cobra. Quant au fredonnement, eh bien, il était absolument indispensable que le serpent chantât. Le fredonnement n'avait autre but que de couvrir le bruit des projecteurs. Il y a généralement une raison à chaque chose, dit M. Hitchcock. Au fait, comment faisait-on chanter le serpent? Falsell s'en chargeait, expliqua Hannibal. Nous pensions qu'il s'agissait d'un enregistrement déclenché au bon moment, mais ce n'était pas le cas. En réalité, Falsell est un excellent ventriloque. Il pouvait faire chanter le serpent sans recourir à aucun trucage mécanique. Et Mara? On dirait qu'elle possède pas mal de talent, elle aussi. Elle n'a pas sa pareille pour jouer la comédie, déclara Hannibal en riant. Et la prestidigitation n'a pas de secret pour elle. Avez-vous lu le passage concernant le sac vert dans lequel Mademoiselle Osborne avait fourré le serpent de plâtre doré? Eh bien, le professeur Barrister est persuadé que la gitane avait un second sac, tout semblable au premier, dissimulé dans les plis de son ample jupe. Tandis qu'elle se roulait sur le sol, elle a habilement troqué le sac au serpent contre le sac vide. Et c'est ce dernier qu'elle a tendu à Pat Osborne un peu plus tard. Ce tour est même très banal, fit remarquer Alfred Hitchcock. Le professeur Barrister vous a-t-il dit pourquoi il s'intéressait autant à la tante de Doris et à la société secrète dont elle faisait partie? Bien sûr, expliqua Hannibal. Le professeur est en train d'écrire un bouquin sur la superstition et ses dangers. Il est au courant de la plupart des étranges cultes célébrés à Los Angeles parce que cela touche à son sujet. Il a même assisté en personne à pas mal de séances bizarres. C'est de cette manière qu'il a eu l'occasion de voir Mademoiselle Osborne. Il avait remarqué bien avant de se faire engager par Doris comme homme à tout faire. De même, il connaissait de vue Madeleine Enderby. Ce qui le tracassait, c'est que ces 2 femmes, qui faisaient partie de plusieurs sociétés secrètes, s'en étaient retirées en même temps. Il y avait de quoi être intrigué, en effet, avoua M. Hitchcock. Oui, il songeait que Mademoiselle Osborne et la coiffeuse devaient être à la recherche de quelque chose qu'elle n'avait pas trouvé dans les sociétés en question. Peut-être s'était-elle affiliée à quelque nouvelle confrérie. Pour le savoir, il pria sa femme de faire un peu d'espionnage pour son compte. Madame Barrister alla donc se faire coiffer chez Madeleine Enderby, qui par honneur est bavarde. C'est ainsi que le professeur apprit l'existence de la Société du Serpent, ou plus exactement de la confrérie du Cercle inférieur. Il se renseigna sur ses différents membres et découvrit qu'ils étaient pour la plupart fortunés. Et cela lui mit la puce à l'oreille. Pas au début. Il pensait à de riches oisifs passant sottement leur temps sans plus, et puis il constata qu'en dépit de ses efforts, sa femme n'arrivait pas à se faire inviter à une seule séance à Torrent Canyon. Le cercle était vraiment très fermé. Quand Falsell s'installa chez les Jamieson, Barrister fut pris de soupçons et le suivit. Mademoiselle Osborne lui semblait une proie idéale pour des truands, non en raison de sa fortune personnelle, qui était assez mince, mais à cause de ses riches parents.
C'est grâce à Madeleine Enderby que Barrister a pris le départ de la bande des Jamieson. Oui, et c'est alors qu'il eut l'idée de se faire engager sous le nom de Bentley. Là-dessus, Madame Compton eut son accident et Mademoiselle Osborne confia le collier à Van Storen. Le professeur comprit que les choses tournaient mal. C'est à partir de ce moment qu'il commença à rôder autour de la villa de Torrent Canyon, expliqua Bob. Il était là lorsque Peter et moi avons escaladé le mur. Il vit les projecteurs et entendit la sirène d'alarme. Et il était sur place, également le jour où les bandits poursuivirent Hannibal. Ce fut une rude chance pour Babal. Un précieux auxiliaire, ce Bentley, murmura M. Hitchcock. Dommage que vous l'ayez effrayé en allant fouiner dans son appartement de Santa Monica. En fait, pourquoi avait-il ce pied à terre? Vous dites qu'il habite Ruxton. C'était une couverture, dit Peter. Il avait besoin d'un local proche de Rocky pour le cas où l'on aurait contrôlé son adresse. Et puis, l'endroit était calme et lui plaisait. Il pouvait écrire tout sans saoul sans être dérangé par ses enfants. Il en a 4. Alfred Hitchcock se mit à rire. Cet appartement, comme la moustache de phoque, faisait partie de son camouflage, fit-il remarquer. Et vous avez pensé à lui quand vous avez eu besoin d'un sorcier blanc? Ce fut un vrai miracle, avoua Hannibal. Nous n'avons eu besoin de rien lui expliquer. Pas étonnant, il était au courant de presque tout. La police a utilisé ses fiches pour entrer en contact avec tous les membres de la confrérie. Vous auriez dû être là quand on a confronté ces gens avec Shaitan, s'écria Peter. Sans ses vêtements noirs et son maquillage, le bandit n'avait plus aucun prestige. Il s'appelle Henry Longstreet. La police le connaissait déjà comme pickpocket. Falsell, lui, se nomme en réalité John Boy. C'est un escroc de petite envergure. À un certain moment, il gagnait sa vie en vendant des produits volés dans la rue, à la sauvette. Mark, le gardien de la villa, est un ancien montant l'air. Ellis, enfin, qui est responsable de l'accident de Madame Compton, l'homme à la bombe, c'est un individu qui ferait n'importe quoi pour de l'argent. Doris a mis sa tante au courant de toute l'histoire, reprit Hannibal, mais je crains qu'elle n'ait usé en vain beaucoup de salive. Mademoiselle Osborne ne rêve plus que d'une chose, filer à Hollywood pour consulter Mara. Un cas sans espoir, dit M. Hitchcock, en guise de commentaire. Mais dites-moi, comment Shaitan et compagnie s'y sont-ils pris pour obliger les insupportables voisins de Madeleine Enderby à déménager? Ils ne sont pour rien dans l'affaire, dit Bob en riant. C'est un pur hasard si ces gens sont partis s'installer ailleurs. Mais évidemment, Madeleine a cru dur comme fer à l'intervention de Bélial. Et cet homme qui redoutait que la maison en face de la sienne ne s'élevât de plusieurs étages. Il a bien obtenu satisfaction, lui aussi. Uniquement parce que le terrain n'était pas assez solide pour supporter une nouvelle construction. Mais lui aussi croyait en Bélial. Cette sombre histoire a eu son bon côté, dit soudain Hannibal en souriant. La boule de cristal que convoitait Mademoiselle Osborne, eh bien, Doris l'a achetée pour la lui offrir. Mais la tante Pat ne voulait plus en entendre parler. Alors savez-vous ce qu'a fait Doris? Elle s'est précipitée à l'hôpital pour en faire cadeau à Margaret Compton. Joli geste, approuva M. Hitchcock. Oui, admit Peter. Doris est une gentille fille. N'empêche qu'il me tarde de la voir retourner en classe, à la rentrée. Elle ne sera plus à rôder autour de nous. Et nous pourrons utiliser de nouveau l'entrée secrète du petit chien. Pour tout vous dire, cette fille me donne des complexes. Elle a autant d'imagination que Babal et un vote de mensonges 10 fois plus vite qu'aucun de nous. Et avec ça, elle est toujours pleine d'assurance. Elle paraît pleine de qualité, dit M. Hitchcock en souriant. Je parie que si vous êtes gentil avec elle, elle vous laissera monter Sterling. Merci bien, s'écria Peter d'un air épouvanté. Un cheval qui mord. L'entrevue s'acheva sur un éclat de rire. Fin.